Walter Gibson se tenait dans la salle d'audience, sa serpillière encore à la main, tandis que le silence se faisait. « Je le défendrai », annonça-t-il, ses mains noires et ridées tremblant. Marcus Reed, le milliardaire abandonné, leva les yeux avec incrédulité tandis que le concierge du tribunal s'avançait. Aucun des deux hommes ne savait que ce moment allait révéler la plus sombre conspiration de l'Amérique. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de justice et de courage, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Si vous pensez que tout le monde mérite une chance équitable devant la justice, quelle que soit son origine, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de héros ordinaires qui luttent contre la discrimination. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'un génie juridique oublié décide de combattre le système qu'il a autrefois détruit. La tension était palpable dans la salle d'audience 302 du tribunal de district fédéral de Manhattan, alors que Marcus Reed était assis seul à la table de la défense. Âgé de seulement 42 ans, avec des yeux bleus perçants qui avaient fait la couverture d'innombrables magazines, le milliardaire, fondateur de Quantum Core Technologies, faisait maintenant face à de graves accusations de fraude qui menaçaient de détruire son empire de 16 milliards de dollars. Le cauchemar avait commencé 2 mois plus tôt lorsque des accusations avaient fait surface, affirmant qu'il avait volé la technologie de base derrière sa révolutionnaire percée en informatique quantique. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inédit s'était produit. Au milieu de ce que les médias appelaient le procès de la décennie, toute son équipe juridique 6 avocats de Preston, Holloway et Schmidt, facturant $6 000 de l'heure n'avaient tout simplement pas comparu. Aucune explication, aucun appel téléphonique, rien. Votre honneur, dit la procureure Catherine Williams, avec une satisfaction mal dissimulée, il semble que la défense ait abandonné son client. Nous demandons un jugement par défaut. La juge Harriet Coleman, une femme sévère avec 30 ans d'expérience au banc, regarda Marcus par-dessus ses lunettes de lecture. Monsieur Reed, où est votre représentation légale? Marcus se leva, sa posture habituellement confiante diminuée. Je ne sais pas, votre honneur. Ils étaient là hier. J'ai appelé leur bureau toute la matinée, mais je n'ai reçu aucune réponse. La juge fronça les sourcils. C'est très inhabituel. Cependant, sans avocat, je n'ai pas d'autre choix que de. Je le défendrai. La voix venait du fond de la salle d'audience, profonde et résonnante, malgré son âge. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Walter Gibson, le concierge noir de 65 ans du tribunal, tenant toujours sa serpillière, se tenant droit malgré des décennies passées inaperçues. Walter s'avança dans l'allée centrale, ignorant les murmures et les ricanements. Son uniforme de travail pantalon bleu marine et chemise boutonnée bleu clair avec entretien brodé sur la poche contrastait fortement avec les costumes coûteux qui l'entouraient. « Votre honneur, dit-il, atteignant la barrière séparant les spectateurs des procédures, j'aimerais représenter Monsieur Reed. » Catherine Williams laissa échapper un bref rire dédaigneux. « Votre honneur, c'est absurde. Le concierge veut jouer à l'avocat. » Les yeux de Walter se durcirent, mais sa voix resta posée. « Je ne joue pas, Madame Williams. J'ai été membre du barreau de New York pendant 15 ans avant que les circonstances ne changent. » Il sortit de son portefeuille une carte de barreau usée. « Ma licence est toujours valide. J'ai suivi mes exigences de formation continue toutes ces années, juste au cas où. » La salle d'audience explosa en murmures tandis que la juge Coleman examinait la carte. « Monsieur Gibson, bien que techniquement vos références semblent en ordre, vous n'avez pas pratiqué le droit depuis, quoi, 30 ans? 28 ans, votre honneur, corrigea Walter respectueusement. Et avec tout le respect que je vous dois, cet homme mérite d'être représenté. La loi est claire sur ce point. L'expression de la juge Coleman trahissait son scepticisme. Monsieur Reed, souhaitez-vous que Monsieur Gibson vous représente dans cette affaire? Tous les regards se tournèrent vers Marcus, dont la fortune lui avait acheté le meilleur de toute sa vie. On lui offrait maintenant les services d'un concierge de tribunal. Marcus étudia le visage de Walter, le gris digne à ses tempes, l'intelligence derrière ses yeux, et surtout, la détermination dans sa mâchoire. Oui, votre honneur, j'accepte Monsieur Gibson comme mon avocat. La juge soupira, faisant peu d'efforts pour cacher sa désapprobation. Très bien, Monsieur Gibson. Vous avez 15 minutes pour vous entretenir avec votre client avant que nous ne procédions. Alors que Walter se dirigeait vers la table de la défense, un agent de sécurité s'avança, bloquant son chemin. « Monsieur, seuls les avocats sont autorisés au-delà de ce point, » dit-il, malgré avoir entendu la décision de la juge. Walter montra de nouveau sa carte de barreau. « Je suis avocat. »
Le garde regarda la juge, qui hocha la tête à contre-cœur, et il s'écarta avec une répugnance visible. Alors que Walter s'asseyait à côté de Marcus, il se pencha. « Quelque chose ne va pas du tout dans tout cela, » murmura-t-il. « Vos avocats ne vous ont pas simplement abandonné. Cela semble orchestré. » Marcus parut surpris. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En 20 ans à nettoyer ces salles d'audience, j'ai vu comment des affaires comme la vôtre se déroulaient. Celle-ci a semblé étrange depuis le début. » Lorsque l'audience reprit, Catherine Williams s'approcha du banc. « Votre honneur, bien que nous respections le droit de M. Reed à un avocat, nous avons des inquiétudes quant aux qualifications de M. Gibson pour gérer une affaire aussi complexe. » Walter se leva immédiatement. « Votre honneur, mes qualifications ne sont pas en jeu ici. La loi n'exige pas qu'un avocat ait un certain nombre d'heures facturables ou de clients prestigieux pour fournir une représentation adéquate. » La bouche de la juge Coleman se serra. « Monsieur Gibson, vous constaterez que dans ma salle d'audience, les avocats se comportent avec le décorum approprié, celui que l'on apprend dans les écoles de droit accréditées et les cabinets réputés. » Le sous-entendu racial dans son commentaire était subtil mais indéniable. Lorsque l'audience fut levée pour la journée, l'équipe du procureur ramassa ses coûteuses mallettes en cuir. Plusieurs avocats souriaient ouvertement au costume démodé de Walter, hâtivement retiré de son casier, avec ses larges revers et ses poignets légèrement effilochés. Marcus remarqua leurs expressions et, pour la première fois, ressentit une pointe de honte face à l'élitisme décontracté auquel il avait participé toute sa vie. « Merci », dit-il doucement à Walter alors qu'il quittait la salle d'audience. « Mais pourquoi m'aideriez-vous ? Vous ne me connaissez même pas », la réponse de Walter fut simple. « Parce que tout le monde mérite une défense équitable, Monsieur Reed, même les milliardaires. » Le lendemain matin, Walter arriva aux imposantes portes du domaine de Marcus Reed à Westchester, une propriété de 20 acres avec une maison principale de 1300 mètres carrés. « Je suis ici pour voir Monsieur Reed », informa Walter l'agent de sécurité à la porte. L'agent regarda la Toyota Corolla de 15 ans de Walter avec une suspicion non dissimulée. « Et vous êtes Walter Gibson, son avocat ?» L'agent ricana. « Oui, bien sûr. Les avocats de Monsieur Reed conduisent des Mercedes, pas ça. » Walter garda son calme. « Appelez Monsieur Reed, s'il vous plaît. » Après une conversation téléphonique tendue, le garde ouvrit la porte à contre-cœur, marmonnant quelque chose sous son souffle alors que Walter passait. À la maison principale, un autre agent de sécurité arrêta Walter à la porte, exigeant une pièce d'identité et le faisant attendre dehors dans l'air frais du matin pendant près de 15 minutes avant de finalement lui permettre d'entrer. Marcus salua Walter dans un vaste bureau à domicile orné de prix et de brevets technologiques. « Désolé pour la sécurité, » dit-il, bien que son ton suggérait que c'était une occurrence normale, à peine digne d'être mentionnée. « Café ?» Walter déclina. « Nous devons nous mettre au travail. Je n'ai qu'aujourd'hui avant de devoir retourner au tribunal pour mon service. » Marcus haussa un sourcil. « Vous travaillez toujours comme concierge en me défendant ? » « Je ne peux pas me permettre de ne pas le faire, » répondit simplement Walter. « Maintenant, je dois voir tous les documents liés à votre affaire. » Alors qu'ils examinaient les dossiers, Marcus fit preuve au début d'une condescendance subtile, expliquant des concepts juridiques de base à Walter comme s'il les avait oubliés. « Je comprends comment fonctionne la procédure de communication des preuves, Monsieur Reed, » finit par dire Walter, sa patience s'épuisant. « Je dois vous demander de me traiter comme votre avocat, pas comme votre employé. » Quelque chose dans le ton de Walter fit Marcus s'arrêter et vraiment regarder l'homme devant lui. Derrière l'uniforme du concierge se trouvait un esprit juridique qui restait d'une acuité remarquable. « Vous avez raison, » admit Marcus. « Je m'excuse. » Alors qu'il parcourait la montagne de documents, Walter remarqua quelque chose d'étrange. Ses réponses à la demande de communication de pièces sont incomplètes. Vos précédents avocats auraient dû s'y opposer. Il sortit plusieurs documents techniques clés. Et ces spécifications concernant votre technologie de traitement quantique, elles sont caviardées dans des sections critiques. Vos avocats ont-ils fait cela ? Marcus se pencha en avant, soudain alerte. Non, elles devraient être complètes. C'est la preuve que j'ai développé la technologie de manière indépendante. Les yeux de Walter se plissèrent. Quelqu'un a délibérément retenu des preuves cruciales. Vos propres avocats sabotaient votre dossier. Alors qu'il continuait à travailler, Walter devint silencieux, perdu dans ses pensées. « Qu'y a-t-il » demanda Marcus.
Walter hésita avant de parler. Votre situation me rappelle quelque chose de mon passé. J'étais une étoile montante chez Johnson, Williams et Brown, le premier avocat noir qu'ils aient jamais nommé associé. Ses yeux prirent un air lointain. Puis j'ai pris une affaire de discrimination raciale contre Atlantic Energy Corporation, un client majeur de plusieurs membres du conseil d'administration. Les preuves ont commencé à disparaître. Les témoins ont changé leur témoignage. Puis, soudainement, j'ai été accusé de falsification de preuves. L'amertume dans la voix de Walter était palpable. J'ai été radié du barreau pendant 6 ans avant de pouvoir prouver mon innocence et être réintégré. À ce moment-là, aucun cabinet ne voulait de moi. Le poste au tribunal était tout ce que j'ai pu obtenir. Marcus absorba cette information en silence. Walter se dirigea vers la fenêtre, ajustant nonchalamment les stores. Il y a un SUV noir de l'autre côté de la rue. Il est là depuis que je suis arrivé. Marcus le rejoignit à la fenêtre. Sécurité? Pas la vôtre. Il surveille cette maison. Walter se tourna vers Marcus. Parlez-moi de votre technologie. La vraie histoire. Marcus hésita, puis se dirigea vers un coffre-fort mural caché derrière un tableau. Il en sortit un mince dossier. Quantum Core n'est pas seulement une autre avancée informatique. C'est un paradigme entièrement nouveau. Il étala des schémas techniques. Nous avons créé des processeurs quantiques stables qui fonctionnent à température ambiante. Comprenez-vous ce que cela signifie? Walter secoua la tête. Cela signifie une puissance de calcul illimitée avec une consommation d'énergie minimale. Cela rend la technologie actuelle obsolète du jour au lendemain, et cela menace plusieurs industries de milliers de milliards de dollars, l'informatique traditionnelle, l'énergie, les télécommunications, les systèmes de défense militaire. Walter siffla doucement. Cela donnerait certainement aux gens puissants un motif de vous voir échouer. Alors qu'il continuait à travailler, l'assistante personnelle de Marcus, Victoria, entra sans frapper. Grande, efficace et impeccablement vêtue, elle remarqua à peine la présence de Walter. Marcus, le conseil d'administration demande une réunion d'urgence concernant le procès. Ses yeux jetèrent un regard dédaigneux sur Walter. Ils sont préoccupés par votre choix inhabituel de représentation. Dites-leur que je suis occupé à préparer ma défense, répondit Marcus. Victoria s'attarda. Êtes-vous sûr que c'est sage? Nous devrions peut-être envisager des options de règlement. Nous pourrions encore en tirer quelque chose. Ce ne sera pas nécessaire, intervint Walter. L'expression de Victoria se refroidit davantage. Je ne crois pas m'adresser à vous, monsieur Gibson. Walter Gibson, avocat. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, quelle inspiration. Après son départ, Walter dit doucement, depuis combien de temps travaille-t-elle pour vous? 5 ans. Elle est extrêmement loyale. Pourquoi? Walter ne répondit pas directement. Qui a accès à vos dossiers d'entreprise? L'équipe de direction, Victoria, quelques ingénieurs seniors. Plus tard, alors que Marcus prenait un appel téléphonique, Walter remarqua une clé USB laissée négligemment sur le bureau de Victoria dans le bureau adjacent. Une vérification rapide révéla que des fichiers de l'entreprise étaient systématiquement copiés. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, l'accusation livra un colis par coursier, des preuves supplémentaires qu'il prévoyait d'introduire le lendemain. À l'intérieur se trouvaient des emails censés montrer Marcus discutant du vol de la technologie contestée 2 ans plus tôt. Ce sont des faux, dit Marcus, le visage pâle. Je n'ai jamais écrit ça. Walter examina attentivement les emails. Ils sont bien faits, mais il y a des incohérences. La question est, comment ont-ils eu accès à votre format de mail et à votre bloc de signature? Il leva les yeux vers Marcus. Quelqu'un de très proche de vous les aide. Et ils n'essaient pas seulement de gagner un procès. Ils veulent vous détruire complètement. Le lendemain matin, Walter entra dans la salle d'audience sous un bourdonnement de murmures et des sourires à peine dissimulés. L'histoire de l'avocat concierge s'était répandue du jour au lendemain, avec plusieurs blogs juridiques affichant des titres moqueurs comme « De la serpillière au dossier, le concierge représente un milliardaire » et « Nettoyer la justice, la carrière juridique d'un homme d'entretien ressuscité ». Walter ignora les spectateurs, se concentrant plutôt sur l'organisation de ses notes à la table de la défense. L'équipe du procureur, dirigée par Catherine Williams, entra avec un air d'absolue confiance,
saluant ses collègues et les officiers du tribunal comme des héros conquérants arrivant pour une victoire facile. « Levez-vous » cria l'huissier alors que la juge Coleman entrait. Après les formalités, Catherine Williams se leva en douceur. « Votre honneur, l'accusation appelle James Harrington, directeur de la technologie chez Nexus Innovation. » Harrington, un cadre raffiné d'une cinquantaine d'années, prit place à la barre avec une aisance habituelle. Après avoir établi ses références, Williams le mena à travers un témoignage accablant sur sa participation à une conférence technologique où Marcus aurait photographié des prototypes de Nexus et volé leur concept de conception. Lorsque Williams termina son interrogatoire direct, elle se tourna vers Walter avec un sourire condescendant. « Votre témoin, Monsieur Gibson. » Walter s'approcha du pupitre et eut immédiatement du mal avec le système de preuve électronique. Le greffier du tribunal ne fit aucun mouvement pour l'aider tandis que l'équipe du procureur échangeait des regards amusés. « Des difficultés techniques, Monsieur Gibson ?» demanda la juge Coleman avec une impatience à peine voilée. « Peut-être que dans une affaire impliquant une technologie avancée, nous avons besoin d'un avocat capable au moins d'utiliser un système informatique de base. » La galerie ricana. Walter redressa les épaules. « Mes excuses, votre honneur. À mon époque, nous nous appuyions davantage sur le fond que sur la forme. » Il abandonna la technologie et s'approcha directement du témoin. « Monsieur Harrington, vous avez témoigné avoir vu Monsieur Reed photographier vos prototypes au Sommet Tech de Genève, n'est-ce pas? » « Oui, c'est exact. » « À quelle date a eu lieu ce sommet? » « Du 12 au 14 juin 2022. » Walter tendit un document au greffier. « J'aimerais que la pièce à conviction de la défense numéro 1 soit versée au dossier. Ce sont les tampons de passeport et les reçus d'hôtel de Monsieur Reed montrant qu'il était à Tokyo du 10 au 16 juin de cette année-là, assistant à une autre conférence. » Le témoin se déplaça inconfortablement. « J'ai peut-être les mauvaises dates, mais je l'ai certainement vu. » « Votre honneur, » interrompit Walter, « je demande que le témoignage entier du témoin soit rayé comme parjure. Monsieur Reed n'a jamais assisté au Sommet Tech de Genève, quelle que soit l'année, comme les registres de voyage peuvent le confirmer. » « Objection » cria Williams. Le témoin a pu confondre la conférence spécifique, mais la substance de son témoignage porte sur sa crédibilité. Walter termina fermement, s'il se trompe sur l'endroit où il aurait prétendument assisté à cet événement critique, sur quoi d'autres se trompent-ils? La juge Coleman fronça les sourcils. Je permettrai au témoin de clarifier. Harrington devint nerveux sous les questions continues de Walter, admettant finalement qu'il n'avait jamais personnellement vu Marcus photographier quoi que ce soit, mais qu'il avait entendu de sources fiables que cela s'était produit. Walter insista. Ces sources fiables? Seraient-ce Catherine Williams et son équipe, qui vous ont briefé sur ce témoignage? Objection. Williams était debout. C'est scandaleux et offensant. Retenu, dit sèchement la juge Coleman. Monsieur Gibson, ça suffit. Le jury ignora cette dernière question. Mais Walter avait fait son point. Le jury regardait maintenant Harrington avec scepticisme. Alors que Walter poursuivait son contre-interrogatoire, exposant davantage de contradictions, son esprit revint à ses débuts d'avocat. Il se souvint d'une affaire similaire où il avait contesté le témoignage d'un dirigeant d'entreprise, pour que le juge lui dise lors d'un aparté, « Jeune homme, des gens comme vous ne remettent pas en question des gens comme lui dans ma salle d'audience. Connaissez votre place. » Ce souvenir renforça sa détermination alors qu'il démantelait systématiquement le témoignage de Harrington. Au moment où Walter termina, le premier témoin de l'accusation avait été complètement discrédité. Pendant la pause déjeuner, Walter sortit prendre l'air, pour être approché par deux hommes en costume sombre. « Monsieur Gibson, » dit le plus grand, un mot. Ils le guidèrent vers un coin tranquille. « Vous faites une erreur avec cette affaire. »« Est-ce une menace ?» demanda Walter calmement. « Appelez ça un conseil amical. Un homme de votre âge devrait penser à la retraite, pas à se faire de puissants ennemis. » Walter tint bon. « J'ai affronté pire que des menaces vagues d'hommes en costume bon marché. » L'homme plus petit s'approcha. « Avez-vous vérifié votre appartement dernièrement? Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Ils s'éloignèrent, laissant Walter inquiet, mais plus déterminé que jamais. Ce soir-là, Walter découvrit que son petit appartement dans le Queens avait été fouillé. Rien de valeur n'avait été pris. Il possédait peu de choses de valeur, mais ses notes juridiques étaient éparpillées partout, et de vieux dossiers d'affaires qu'il avait conservés de son temps d'avocat avaient été méticuleusement consultés.
De retour au domaine de Marcus, Walter lui raconta ce qui s'était passé. Ils essaient de vous intimider, dit Marcus, sincèrement préoccupé. Vous devriez rester ici. J'ai beaucoup de place. Walter secoua la tête. Cela semblerait inapproprié, mais merci. Alors qu'il travaillait jusque tard dans la nuit, Marcus révéla progressivement plus de choses sur lui-même, son enfance difficile, ses luttes pour être pris au sérieux dans le monde de la technologie, son succès éventuel. À son tour, Walter partagea des histoires de la discrimination qu'il avait subie tout au long de sa carrière juridique et de sa vie. Je n'avais jamais réalisé, dit Marcus à un moment donné, à quel point votre expérience de l'Amérique avait été différente de la mienne. La plupart des gens ne le réalisent pas, répondit simplement Walter. Le lendemain matin, plusieurs médias publièrent des articles sur Walter, la plupart avec des sous-entendus racistes, malgré leur présentation superficiellement positive. Du concierge au Jedi, le pari juridique du nettoyeur de tribunal, titrait un journal. Un autre s'interrogeait, embauche pour la diversité ou génie juridique? Le choix d'avocat bizarre d'un milliardaire. Walter mit les journaux de côté. Ils essaient de nous distraire et de miner votre affaire à travers moi. Concentrons-nous sur ce qui compte. Mais alors qu'ils examinaient davantage de documents, Walter découvrit quelque chose de troublant, quelqu'un avait accédé au dossier de ses anciennes affaires juridiques, en particulier le procès pour discrimination qui avait mis fin à sa carrière. Ils utilisent mon passé contre nous, dit-il d'un ton sombre. Ils savent exactement qui je suis et pourquoi je suis dangereux pour eux. Pensez-vous que Walter a raison de s'inquiéter que son passé soit utilisé contre lui? Commentez le numéro 1 si vous pensez que son histoire, luttant contre la discrimination, sera finalement sa force. Ou le numéro 2 si vous pensez que cela le rend trop vulnérable à ses puissants ennemis. Et si vous êtes inspiré par Walter qui tient tête à l'intimidation malgré le coût personnel, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de courage face à des obstacles écrasantes. Maintenant, alors que Walter et Marcus se préparent à retourner au tribunal, découvriront-ils qui a accédé à ces anciens dossiers? Et que trouveront-ils en creusant plus profondément les forces alignées contre eux? Après une autre journée tendue au tribunal, Walter décida qu'il était temps de chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui connaissait le paysage juridique de l'époque. Il conduisit sa vieille Toyota dans un quartier tranquille de Brooklyn, s'arrêtant devant une modeste maison de ville en grès avec des fleurs soigneusement entretenues devant. James Washington, aujourd'hui âgé de 87 ans, avait été l'un des avocats les plus respectés en matière de droit civique à New York. Plus important encore, il avait été le mentor de Walter. Walter Gibson, dit le vieil homme en ouvrant la porte, sa voix toujours forte malgré son apparence fragile. Je vous ai vu aux infos. Il était temps que vous reveniez dans le jeu, à l'intérieur, entouré de murs de livres de droit et de photographies encadrées avec des figures historiques des droits civiques. James écouta attentivement Walter expliquer l'affaire Reed. Lorsque Walter eut terminé, James retira lentement ses lunettes. Il ne s'agit pas seulement de contrefaçon de brevet. Ce que vous décrivez est lié à quelque chose de bien plus grand. Il se traîna vers un classeur et en sortit un dossier couvert de poussière. Il y a 30 ans, je travaillais sur une affaire impliquant Atlantic Energy Corporation. Oui, la même qui a détruit votre carrière. J'ai découvert des preuves d'un consortium appelé la Fondation, un groupe de corporations et de fonctionnaires gouvernementaux travaillant ensemble pour supprimer les innovations technologiques qui menacent leurs industries. Walter se pencha en avant. Ça ressemble à une théorie du complot, James. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que 3 de mes témoins meurent dans des accidents. Mon bureau a été incendié à la bombe, et un juge sans lien avec l'affaire m'a appelé personnellement pour me mettre en garde. Il tendit le dossier à Walter. J'étais trop vieux pour me battre alors, mais les noms dans ce dossier, beaucoup sont liés aux entreprises qui s'attaquent maintenant à votre client. Walter ouvrit le dossier, reconnaissant plusieurs noms qui figuraient dans les documents de l'affaire Marcus. Pourquoi se révélerait-il à cause de la technologie de Reed? Parce que ce que vous avez décrit, l'informatique quantique à température ambiante, c'est le Saint Graal. Cela révolutionnerait tout, de l'énergie au transport en passant par les applications militaires. Les personnes qui contrôlent les technologies actuelles risquent de perdre des milliers de milliards. Le lendemain matin, Walter contacta une autre figure de son passé. Amara Lewis avait été une jeune parajuriste dans son cabinet avant le scandale. Maintenant, elle dirigeait sa propre entreprise de forensique numérique. Ils se rencontrèrent dans un petit café loin du tribunal. Walter Gibson, dit-elle en l'embrassant chaleureusement. Quand je vous ai vu à la télé,
je n'y ai pas cru. L'histoire du comeback ultime. Bien qu'elle ait maintenant la cinquantaine, l'intelligence aiguisée d'Amara était restée inchangée. Il ne s'agit pas de rédemption, Amara. Il s'agit de justice. Walter fit glisser une clé USB sur la table. Ce sont les spécifications techniques du processeur quantique de Reed. Je dois comprendre pourquoi elles sont si révolutionnaires que des gens risqueraient tout pour les voler. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent en examinant les fichiers sur son ordinateur portable. C'est incroyable. Reed a résolu le problème de la décohérence, maintenant les bits quantiques stables à des températures normales. Comprenez-vous ce que cela signifie? Pas entièrement, admit Walter. Cela signifie une puissance de calcul illimitée avec une consommation d'énergie minimale. Le chiffrement militaire rendu obsolète. Des capacités d'IA au-delà de tout ce que nous avons imaginé. Et surtout, tout le secteur de l'énergie transformée du jour au lendemain. Plus de dépendance au pétrole, au gaz, ou même aux technologies vertes actuelles. Elle leva les yeux vers Walter. Si cela fonctionne comme décrit, cela vaut non pas des millions, mais des milliers de milliards. Et cela rendrait obsolète un grand nombre de technologies très puissantes et les personnes qui les contrôlent. Alors que l'implication de Walter dans l'affaire gagnait en publicité, le harcèlement racial s'intensifia. En se rendant au tribunal, il découvrit des injures taguées sur le trottoir. Des agents du tribunal le sélectionnaient au hasard pour un contrôle de sécurité supplémentaire chaque matin. Des appelants anonymes laissaient des messages menaçants émaillés d'épithètes raciales à son immeuble. Pourtant, Walter resta concentré sur l'affaire, refusant d'être piégé dans une réaction qui pourrait être utilisée contre lui et Marcus. Le procès entrait dans sa 3e semaine lorsque le frère de Marcus, Thomas, apparut inopinément au tribunal. Grand, élégant et ressemblant remarquablement à Marcus, à l'exception de ses yeux plus froids. « Walter Gibson », dit-il en lui tendant la main après s'être approché de Walter dans le couloir. « Mon frère parle beaucoup de vous. Je suis venu offrir mon soutien. » Walter accepta la poignée de main, tout en notant la montre coûteuse de Thomas et le regard subtil qu'il échangea avec Catherine Williams alors qu'ils se croisaient dans le couloir. Plus tard, Walter observa Thomas entrer dans un café en face du tribunal, le même où Catherine Williams et son équipe élaboraient régulièrement des stratégies. Bien que Thomas s'assit à une table différente, Walter ne manqua pas la note subrepticement passée entre eux. Ce soir-là, Walter reçut un visiteur inattendu dans son bureau temporaire de la maison d'hôte de Marcus. Un homme bien habillé se présenta comme représentant des parties concernées. « Monsieur Gibson, mes clients sont impressionnés par votre perspicacité juridique. Ils estiment que cette affaire a trop duré et sont prêts à vous offrir 2 millions de dollars pour guider Monsieur Reed vers un règlement raisonnable. » Walter ne leva même pas les yeux de ses papiers. La réponse est non. Et si vous ou vos clients me proposez à nouveau un pot de vin, j'ajouterai la subornation de témoins à la liste croissante des crimes que je suis en train de découvrir. L'homme partit sans un mot, mais sa visite confirma les soupçons de Walter. Des gens puissants commençaient à s'inquiéter. Avec l'aide d'Amara, Walter commença à mieux comprendre les aspects techniques de l'affaire. Elle traça la piste électronique de l'ancienne équipe juridique de Marcus et découvrit d'importants dépôts inexpliqués sur des comptes offshore appartenant à l'avocat principal, suivis de preuves de chantage impliquant des allégations de fautes professionnelles fabriquées. « Ils ne vous ont pas abandonné volontairement », dit Walter à Marcus. Ils ont été contraints de partir, puis réduits au silence. À mesure que la notoriété de Walter augmentait chaque jour au tribunal, elle attira l'attention d'une personne inattendue, sa fille, Maya, maintenant âgée de 32 ans. Leur relation était tendue depuis des années, en partie à cause de l'attention exclusive de Walter à laver son nom après sa radiation du barreau. Elle l'appela à l'improviste. « Papa, je t'ai vu aux informations. Tu défends vraiment Marcus Reed ?» Le son de sa voix après si longtemps figea Walter. Maya, oui, je le défends. Pourquoi, après tout ce que le système t'a fait? Walter choisit ses mots avec soin. Parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que cette affaire est liée à ce qui m'est arrivé il y a toutes ces années. Un long silence suivit. Fais attention, papa. S'il te plaît. Avant que Walter ne puisse répondre davantage, elle avait raccroché. L'affaire de l'accusation prit une tournure inattendue lorsqu'ils annoncèrent un témoin surprise, le docteur Leonard Chen, un ancien employé de Quantum Core qui affirmait que Marcus lui avait volé la technologie. Alors que Chen prenait place à la barre, Walter l'étudia attentivement, notant ses manies nerveuses et la façon dont il évitait de regarder Marcus directement.
Dr Chen, commença Catherine Williams, veuillez expliquer à la Cour votre rôle dans le développement de la technologie de traitement quantique que M. Reed a revendiqué comme sa propre invention. Chen se lança dans une explication techniquement dense qui semblait conçue pour embrouiller le jury tout en établissant ses références. Walter prépara ses notes pour le contre-interrogatoire, sachant que ce témoin pourrait soit détruire leur affaire, soit fournir l'ouverture dont il avait besoin pour exposer la vérité. Dr Chen, commença Walter son contre-interrogatoire avec une douceur trompeuse. Vous avez témoigné avoir développé les algorithmes fondamentaux de stabilité quantique qui sont au cœur de la demande de brevet de M. Reed. Est-ce exact? Oui, c'est exact, répondit Chen, sa confiance grandissant après avoir survécu à l'interrogatoire direct. Et quand exactement avez-vous créé ces algorithmes? Entre janvier et mars 2021, en travaillant chez Quantum Core. Walter hocha la tête, s'approchant de la barre des témoins. C'est intéressant car j'ai ici vos relevés d'emploi montrant que vous n'avez été embauché que le 21 avril 2021. Il fit glisser le document vers Chen. Pouvez-vous expliquer comment vous avez développé ces algorithmes avant même de travailler pour l'entreprise? Le visage de Chen rougit. J'ai dû mélanger les dates. C'était en fait. Et j'ai aussi les journaux du serveur montrant que les algorithmes de stabilité quantique étaient déjà complets et stockés dans le référentiel sécurisé de l'entreprise le 15 mars 2021, plus d'un mois avant votre début. Walter n'attendit pas de réponse avant de poursuivre. Dr Chen, Nexus Innovation vous a-t-elle payé 300 000 $ pour témoigner aujourd'hui? La salle d'audience explosa alors que Catherine Williams criait des objections. Une fois l'ordre rétabli, Walter produisit des relevés bancaires montrant un virement sur un compte offshore au nom de Chen. Au moment où Walter termina son contre-interrogatoire, Chen avait admis avoir menti sous serment en échange d'argent et de promesses d'emploi futurs. Le jury observa sous le choc le témoin soi-disant crédible s'effondrer sous les questions méthodiques de Walter. Pendant la pause déjeuner, Marcus emmena Walter dans une salle privée du tribunal. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, quelque chose que j'aurais dû partager dès le début. Il sortit de sa poche un petit appareil, pas plus grand qu'une clé USB. C'est un prototype de ce que nous appelons le Q-Core. C'est le cœur de mon invention. Marcus expliqua que son processeur quantique n'était pas seulement une amélioration progressive de la technologie existante. Il représentait une avancée fondamentale dans la production d'énergie durable. Ce minuscule appareil, une fois entièrement développé, pourrait générer suffisamment d'énergie propre pour alimenter une petite ville en utilisant les fluctuations quantiques d'une manière qui ne viole aucune loi de la thermodynamique, mais exploite des failles dont nous ignorions l'existence. Walter comprit enfin les véritables enjeux. Cela ne perturberait pas seulement l'industrie technologique, cela transformerait complètement la production d'énergie dans le monde entier. Le pétrole, le gaz, le charbon, tout potentiellement obsolète. Exactement. Et il existe des industries de milliers de milliards de dollars bâties sur le contrôle de ces ressources. La voix de Marcus baissa d'un ton. Les gens qui s'en prennent à moi ne sont pas seulement des concurrents. Ils se battent pour leur survie. Fort de ses connaissances, Walter entreprit une recherche méticuleuse dans les documents de l'affaire, cherchant des liens entre Nexus Innovation et les compagnies d'énergie. Avec l'aide d'Amara, il découvrit un réseau complexe de sociétés écrans, reliant Nexus à Atlantic Energy Corporation, la même entreprise qui avait détruit la carrière de Walter 30 ans plus tôt ainsi qu'à plusieurs autres géants de l'énergie et entrepreneurs de la défense. Des recherches approfondies révélèrent des communications entre ces entreprises et des fonctionnaires gouvernementaux discutant de la maîtrise des technologies énergétiques disruptives. La conspiration que James Washington avait évoquée était réelle et bien plus étendue que Walter ne l'avait imaginé. Walter compila ses preuves et déposa une requête en rejet basée sur la faute professionnelle du procureur et le complot en vue de commettre une fraude devant le tribunal. La juge Coleman parut visiblement mal à l'aise en examinant la requête dans son cabinet. Monsieur Gibson, ce sont des allégations extrêmement graves contre des sociétés et des fonctionnaires gouvernementaux très respectés. Oui, votre honneur, elles le sont. Et elles sont étayées par des preuves documentaires. Walter fit glisser un autre dossier sur le bureau, incluant des preuves de dépôts importants sur un compte offshore lié au « mari de votre honneur », 2 jours avant que cette affaire ne soit attribuée à « votre tribunal ». La couleur quitta le visage de la juge Coleman. « Vous me menacez, monsieur Gibson ?» ?»« Non, votre honneur. Je vous donne l'occasion de faire ce qui est juste. Ces documents seront déposés publiquement demain matin à moins que vous ne vous récusiez immédiatement de cette affaire. » Le lendemain matin, la juge Coleman annonça sa récusation,
invoquant des conflits d'intérêts jusqu'alors inconnus. L'affaire fut réaffectée au juge Raymond Carter, un homme plus jeune réputé pour son équité et son indépendance. Alors que Walter et Marcus quittaient le tribunal, Marcus reçut un appel urgent de son équipe de sécurité à domicile. Son domaine avait été cambriolé, son bureau à domicile saccagé et son serveur privé contenant des notes de recherche et des prototypes avaient été volés. Ils sont désespérés, observa Walter. Nous devons être proches de quelque chose qu'ils ne veulent pas que l'on trouve. Ce soir-là, Walter rencontra secrètement Victoria et, non pas chez Marcus, mais dans un parc public où il ne pouvait pas être facilement entendu. « Je sais que vous avez copié des fichiers, » dit Walter sans préambule. La question est, pourquoi? Le calme de Victoria se brisa légèrement. Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes impliqué. Alors expliquez-moi. Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de parler. Thomas Reed m'a approché il y a 6 mois. Il a dit que Marcus avait volé ses idées pour la technologie quantique. Il m'a convaincu de l'aider à recueillir des preuves. Et avez-vous trouvé des preuves étayant cette affirmation? Victoria baissa les yeux. Non. Plus je cherchais, plus il devenait clair que Marcus avait tout développé lui-même. Alors pourquoi continuer à aider Thomas? La voix de Victoria trembla légèrement. Parce qu'à ce moment-là, il avait des preuves d'irrégularité financière dans mon passé qui m'auraient envoyé en prison. Il m'a fait chanter. Mais il ne s'agissait pas seulement des fichiers. Il voulait que je plante de fausses preuves. Walter l'étudia attentivement. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce qu'hier Thomas a rencontré des hommes que je ne reconnaissais pas. Je les ai entendus discuter de solutions permanentes si l'approche légale échouait. Je pense qu'ils préparent quelque chose de dangereux. Avec l'aide de Victoria, Walter découvrit l'étendue de la trahison de Thomas. Il travaillait avec Nexus et ses partenaires énergétiques depuis le début, motivé à la fois par l'argent et un ressentiment tenace envers son frère plus prospère. Utilisant ces nouvelles informations, Walter et Amara travaillèrent toute la nuit, compilant des preuves irréfutables que les accusations originales contre Marcus étaient entièrement fabriquées, du faux témoignage aux documents falsifiés en passant par les preuves fabriquées. Le lendemain matin au tribunal, Walter présenta ses conclusions méthodiquement, construisant un dossier en béton prouvant que l'ensemble de l'accusation était basé sur la fraude. Le juge Carter écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus troublée. Catherine Williams tenta d'objecter à plusieurs reprises, mais chaque objection était plus faible que la précédente à mesure que les preuves s'accumulaient. Alors que Walter montrait des documents de paiements offshore à des témoins, une agitation éclata au fond de la salle d'audience. 2 hommes firent irruption par les portes, l'un brandissant ce qui semblait être une arme. Les agents de sécurité du tribunal réagirent immédiatement, maîtrisant les intrus, mais pas avant qu'un coup de feu ne soit tiré, manquant Marcus de quelques centimètres et brisant une fenêtre derrière la table de la défense. Une fois l'ordre rétabli et les potentiels assassins arrêtés, Walter remarqua l'expression choquée du juge Carter. « Ce n'est plus seulement une affaire de brevet, » dit Walter d'un ton sombre. « C'est un complot visant à commettre un meurtre pour protéger des intérêts corporatifs. » Walter se réveilla au son strident de son téléphone à 3h15 du matin. La voix à l'autre bout appartenait à sa voisine âgée, Madame Patterson. « Walter, vous devez rentrer tout de suite. Votre immeuble est en feu. » Au moment où Walter arriva, les pompiers avaient maîtrisé l'incendie, mais les dégâts étaient considérables. Le feu avait commencé de manière suspecte près de son appartement, qui était maintenant complètement détruit. Ses quelques biens, souvenirs de sa carrière juridique, photos de famille, tout avait disparu. Le chef des pompiers s'approcha alors que Walter fixait les ruines fumantes. Un accélérant a été utilisé. C'est définitivement un incendie criminel. Une idée de la raison pour laquelle quelqu'un s'en prendrait à votre appartement. Walter savait exactement pourquoi, mais se contenta de secouer la tête. Aucune idée. L'attaque contre son domicile n'était que le début. Le lendemain, Walter reçut un appel angoissé de Maya. « Papa, mon patron vient de me convoquer dans son bureau. Il me renvoie. Réduction budgétaire, ont-ils dit. Mais il a mentionné que ce ne serait peut-être pas une bonne image d'avoir une employée liée à ton affaire. » Maya travaillait dans une entreprise de marketing ayant des liens avec plusieurs compagnies d'énergie. « Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas, demanda-t-elle, sa voix mêlant colère et peur. « Non, admit Walter. Je suis tellement désolé, Maya. » Il l'entendit prendre une profonde inspiration à l'autre bout du fil. « Eh bien, s'ils s'en prennent à moi aussi,
autant t'aider. Que puis-je faire? Walter ressentit un mélange complexe de fierté et de culpabilité, fier du courage de sa fille, coupable que son combat soit devenu le sien. Les attaques continuèrent de se propager. Amara appela Walter en panique après que son bureau fut cambriolé et ses systèmes informatiques piratés. Ils ont presque tout effacé, expliqua-t-elle. Mais j'avais des sauvegardes sur un système isolé. Nous n'avons pas perdu les preuves, mais c'était de peu. Walter était à court d'endroits sur où loger, alors il accepta à contre-cœur l'offre de protection de Marcus et emménagea dans la maison d'hôte de son domaine. Cette nouvelle proximité entraîna des malentendus culturels initialement maladroits. Lors de leur premier dîner ensemble, Marcus mentionna nonchalamment que Walter était, si éloquent, et, différent de ce que les gens pourraient attendre, clairement dans l'intention de faire un compliment. Walter posa sa fourchette. Différent de ce que les gens pourraient attendre d'un concierge noir, vous voulez dire. Marcus eut la grâce d'avoir l'air embarrassé. Je ne voulais pas, vous ne vouliez pas que ça sonne raciste, je sais, mais ça l'a fait. Et c'est quelque chose à quoi vous devriez réfléchir. Plutôt que de se mettre sur la défensive, Marcus posa des questions et écouta réellement les expériences de Walter, être suivi dans les magasins, devoir être 2 fois meilleur pour être considéré à moitié qualifié, apprendre à sa fille quoi faire si elle était arrêtée par la police. Pour la première fois peut-être de sa vie privilégiée, Marcus commença à comprendre le racisme quotidien que Walter avait enduré pendant 65 ans. Alors que l'affaire prenait une ampleur nationale, le récit médiatique prit une tournure désagréable. Les médias conservateurs dépeignirent Walter comme un radical ayant une vendetta contre les hommes d'affaires blancs qui réussissaient. Le passé radical de l'avocat concierge exposé, titrait un journal, accompagné d'une photographie délibérément peu flatteuse de Walter l'air en colère, le poing levé lors d'une manifestation pour les droits civiques des décennies plus tôt. Un autre article s'interrogeait, Gibson utilise-t-il l'affaire Reed pour promouvoir un programme de justice sociale? La précédente carrière juridique de Walter fut décortiquée, chaque défaite étant magnifiée et chaque victoire minimisée ou attribuée à d'autres. Le stress constant commença à avoir des répercussions physiques. Walter avait toujours été fier de son endurance, mais il se retrouvait maintenant épuisé, parfois essoufflé. Un soir, alors qu'il examinait des documents, sa vision se troubla et son bras gauche picota de manière inquiétante. Marcus le trouva affalé sur le bureau. « Walter, ça va ?» Walter se redressa avec effort. Juste fatigué. Je vais bien. Marcus n'était pas convaincu. Quand avez-vous passé votre dernier bilan de santé? Vous travaillez 20 heures par jour depuis des semaines. Je n'ai pas le temps pour les médecins. L'audience préliminaire sur nos contre-preuves est demain. Malgré les protestations de Walter, Marcus appela son médecin personnel, qui confirma que la tension artérielle de Walter était dangereusement élevée. Vous avez besoin de repos et de médicaments, conseilla le médecin. Encore quelques jours comme ça et vous risquez un AVC. Walter accepta les médicaments mais refusa de se reposer. Trop de choses sont en jeu, insista-t-il. Au tribunal, Walter commença à remarquer des schémas subtils dans les décisions du juge Carter. Bien qu'initialement équitable, le juge excluait constamment des preuves clés favorables à la défense pour des motifs techniques, tout en accordant une latitude significative à l'accusation. Après une journée particulièrement frustrante au tribunal, Walter demanda à Amara d'enquêter sur les antécédents du juge Carter. Ce qu'elle trouva confirma les soupçons de Walter. Avant sa nomination au banc, Carter avait travaillé pour un cabinet d'avocats représentant plusieurs compagnies d'énergie actuellement liées à Nexus Innovation. Plus accablant encore, son beau-frère siégeait au conseil d'administration d'Atlantic Energy Corporation. Il aurait dû se récuser immédiatement, dit Walter. Il s'agit clairement d'une faute judiciaire. Le lendemain, Walter confronta le juge Carter dans son cabinet, présentant des preuves de ses conflits d'intérêts non divulgués. « Je vous offre le même choix que j'ai donné à la juge Coleman, » dit Walter calmement. « Récusez-vous volontairement, ou je dépose une plainte pour faute judiciaire avec des preuves de votre manquement délibéré à divulguer ces liens. » Le visage du juge Carter se durcit. « Vous vous faites un ennemi dangereux, Gibson. J'en ai collectionné tout au long de ma carrière, votre honneur. Un de plus ne fera pas une grande différence. » Ce soir-là, alors que Walter rentrait au domaine de Marcus, il trouva Maya qui l'attendait. Elle avait surveillé les discussions sur les médias sociaux concernant l'affaire et avait découvert des campagnes de désinformation coordonnées ciblant Walter et Marcus. Ils essaient d'empoisonner l'opinion publique, expliqua-t-elle. Des milliers de comptes de robots diffusant les mêmes arguments,
créant de faux individus qui affirment avoir eu des expériences négatives avec vous deux. Walter regarda sa fille avec un respect renouvelé pour son expertise. Peux-tu y faire face? Maya sourit d'un air sombre. J'ai déjà commencé, mais nous devons prendre de l'avance sur leur discours. Vous vous battez au tribunal, mais eux se battent aussi devant le tribunal de l'opinion publique. Avez-vous déjà défendu ce qui est juste alors que cela vous coûtait personnellement? Commentez le numéro 1 si vous risqueriez tout pour la justice comme Walter, ou le numéro 2 si vous pensez que le coût personnel est trop élevé. Et si cette histoire de persévérance contre des ennemis puissants vous inspire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits de courage extraordinaires. Alors que Walter fait face à des attaques personnelles croissantes tandis que sa santé se détériore, trouvera-t-il la force de continuer? Et avec des juges compromis et des preuves détruites, la justice peut-elle vraiment l'emporter contre une opposition si puissante? Tout est lié, dit Walter, étalant des documents sur la table où lui, Amara, Maya et Marcus s'étaient réunis. Après la récusation du juge Carter, l'affaire avait été temporairement suspendue en attendant une nouvelle affectation. Cela leur donnait un temps précieux pour reconstituer le tableau complet. Maya avait créé une visualisation numérique cartographiant les relations entre les acteurs clés. Nexus Innovation n'est que la face publique, expliqua Amara, montrant son écran d'ordinateur portable. Derrière eux se trouve ce réseau de compagnies d'énergie, Atlantic Energy, Global Petroleum, Northstar Resources, ainsi que des entrepreneurs de la défense et des entreprises technologiques. Walter traça les connexions du doigt. Et ce qui les relie tous est la Fondation, la même organisation fantôme que James Washington a découverte il y a 30 ans. Le complot était d'une portée stupéfiante, une alliance de compagnies d'énergie, de fonctionnaires corrompus et de rivaux corporatifs avait orchestré toute l'affaire non seulement pour voler la technologie de Marcus, mais pour le discréditer si profondément que ses brevets seraient invalidés. Mais Thomas est la clé, dit Walter, désignant le nom du frère de Marcus au centre de plusieurs connexions. Il a été leur homme de l'intérieur depuis le début. Marcus secoua la tête, luttant toujours pour accepter la trahison de son frère. Pourquoi ferait-il ça? L'argent, pour commencer, dit Maya, affichant des relevés bancaires montrant des virements de millions de dollars sur des comptes offshore au nom de Thomas. Mais d'après les emails que j'ai récupérés, c'est plus que ça. Il a toujours eu du ressentiment de vivre dans votre ombre. Il a dit à ses contacts, vous avez volé ses idées pour la technologie quantique originale. Walter organisa leur preuve en une présentation complète. Nous ne nous battons plus seulement dans une affaire de brevet. Nous dénonçons un complot criminel impliquant de l'espionnage corporatif, une tentative de meurtre, l'entrave à la justice et la corruption de fonctionnaires gouvernementaux. Le lendemain matin, ils apprirent que l'affaire avait été réaffectée à la juge Sophia Washington, une juriste respectée avec 20 ans d'expérience. Walter reconnut son nom immédiatement. Ils avaient fréquenté la même faculté de droit, bien qu'ils n'aient pas gardé le contact. Lorsque l'audience reprit, Walter présenta leurs preuves méthodiquement, construisant un dossier en béton contre non seulement Nexus Innovation, mais tout le réseau de conspirateurs. Catherine Williams objecta à plusieurs reprises, devenant de plus en plus désespérée alors que Walter reliait chaque pièce à conviction à la suivante. Votre honneur, dit-elle finalement, ces théories de conspiration folles n'ont pas leur place dans une affaire de contrefaçon de brevet. Monsieur Gibson essaie de détourner l'attention des faits simples. Il n'y a rien de simple dans une tentative de meurtre, Madame Williams, interrompit Walter, affichant des photographies de la fusillade au tribunal et de son immeuble incendié. Ou à propos de juges corrompus pour traiter une affaire d'une manière particulière, ou à propos de milliards de capitalisation boursière qui circulent entre les entreprises sur la base de connaissances privilégiées de cette affaire fabriquée. L'expression de la juge Washington devint de plus en plus grave à mesure que les preuves s'accumulaient. Monsieur Gibson, ce sont des allégations extrêmement graves qui vont bien au-delà de ma salle d'audience. Avez-vous présenté ces preuves aux autorités fédérales? Pas encore, votre honneur. Nous avions des inquiétudes concernant une corruption potentielle au sein des agences de réglementation. La conspiration semble atteindre plusieurs départements fédéraux. Comme pour valider ses préoccupations, Walter reçut un appel urgent ce soir-là de James Washington. Ils s'en prennent à moi maintenant, dit le vieil avocat, la voix tremblante. 2 hommes prétendant être des agents fédéraux ont tenté d'entrer chez moi sans mandat. Quand j'ai refusé, ils ont menacé de revenir avec un. Ils essaient de trouver vos preuves avant que vous ne puissiez les présenter publiquement. Walter organisa immédiatement une sécurité privée pour son mentor et lui conseilla de déménager temporairement. Pendant ce temps,
Maya découvrit que d'anciennes affaires de la carrière juridique de Walter étaient systématiquement réexaminées, avec un accent particulier sur le procès pour discrimination contre Atlantic Energy qui avait mis fin à sa carrière. « Ils essaient de te discréditer », dit-elle à son père. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le juge qui a présidé ton audience de radiation a ensuite reçu un poste de directeur chez Atlantic Energy d'une valeur de 2 millions de dollars par an. Walter fixa le document que Maya avait découvert. Après toutes ces années, la preuve qu'ils m'ont piégé. Alors qu'il se préparait pour la prochaine séance du tribunal, Walter reçut un appel inattendu de Victoria et Thomas panique, dit-elle d'une voix étouffée. Je l'ai entendu au téléphone dire le concierge en sait trop et qu'ils doivent accélérer le calendrier. Quoi qu'il prévoie, ça va arriver bientôt. Walter la remercia pour l'avertissement juste au moment où Maya entra dans la pièce avec son ordinateur portable. Papa, j'ai surveillé les discussions sur la recherche volée de Marcus. Les ingénieurs de Nexus travaillent 24 heures sur 24 pour faire de la rétro-ingénierie de la technologie Q-Core. Ils font la course pour déposer des brevets avant que nous ne puissions prouver leur fraude. Marcus parut accablé. S'ils réussissent, tout ce pourquoi j'ai travaillé est perdu. Walter posa une main rassurante sur son épaule. Pas si nous agissons plus vite qu'eux. Le lendemain matin, Walter mit en œuvre une stratégie audacieuse au tribunal. Il déposa une requête en injonction d'urgence, cherchant à geler toutes les demandes de brevets liées à la technologie de traitement quantique en attendant la résolution des accusations de conspiration criminelle. La juge Washington accorda la requête, leur offrant leur première victoire significative. Cet après-midi-là, un développement inattendu changea radicalement la dynamique. Thomas Reed contacta Walter directement, demandant une réunion privée. Il dit qu'il veut conclure un accord, dit Walter à l'équipe. Il propose de témoigner contre les autres conspirateurs en échange d'une immunité. Marcus secoua la tête. Marcus, tu ne peux pas lui faire confiance. Je ne lui fais pas confiance, l'assura Walter. Mais nous pouvons l'utiliser. Il se retourne contre ses co-conspirateurs parce qu'il les voit se retourner contre lui. C'est le dilemme classique du prisonnier. La réunion eut lieu dans un endroit neutre sous la surveillance d'une sécurité privée engagée par Marcus. Thomas parut nerveux, vérifiant constamment son téléphone. Ils vont faire de moi le bouc émissaire, dit-il sans préambule. J'ai des preuves impliquant tout le monde, les PDG d'Atlantic Energy et de Global Petroleum, 2 procureurs généraux adjoints, même Catherine Williams. Il m'avait promis une protection, mais maintenant il me lâche. Walter écouta impassiblement. Pourquoi devrions-nous vous aider après ce que vous avez fait? Le rire de Thomas fut amer. Parce que je peux tout vous donner. Nom, date, enregistrement de réunion. J'ai été assez intelligent pour garder une assurance. Il fit glisser une clé USB sur la table. Ceci contient tout, y compris leur plan pour faire tuer Marcus si l'approche légale échouait. Tandis que Thomas faisait sa déclaration, Walter réfléchit à l'ironie. Le frère, qui avait trahi Marcus par jalousie, était maintenant leur clé pour exposer toute la conspiration. Les preuves fournies par Thomas étaient accablantes, incluant des enregistrements vidéo de réunions où des PDG de compagnies d'énergie discutaient explicitement de la suppression de la technologie de Marcus pour protéger leur position sur le marché. Le lendemain au tribunal, les compagnies d'énergie firent un mouvement désespéré. Elles engagèrent William Chambers, un avocat légendaire connu pour sauver des affaires apparemment impossibles, pour prendre la relève de Catherine Williams. Chambers, grand et imposant, avec une chevelure blanche, entra dans la salle d'audience comme un général prenant le commandement d'un champ de bataille. Son premier mouvement fut de demander une ordonnance de bâillonnement pour empêcher la discussion publique des allégations de conspiration non prouvées. La juge Washington refusa la demande. Les preuves présentées jusqu'à présent justifient une transparence totale, Monsieur Chambers. Chambers lança ensuite une attaque virulente contre la crédibilité de Walter, employant subtilement des tactiques raciales conçues pour le saper devant le jury. Monsieur Gibson, avec tout le respect dû à son parcours professionnel inhabituel, manque de l'expertise nécessaire pour évaluer correctement des preuves technologiques complexes. Ses interprétations sont teintées de griefs personnels contre le système même qui a légitimement mis fin à sa carrière juridique il y a des décennies. Walter reconnut immédiatement la stratégie. Chambers essayait de déclencher une réponse émotionnelle qui renforcerait les stéréotypes de « l'homme noir en colère ». Au lieu de cela, Walter répondit avec une précision calme, utilisant sa vie d'expérience de racisme pour exposer les tactiques de Chambers au jury.
Monsieur Chambers emploie une technique que j'ai rencontrée tout au long de ma vie, expliqua Walter directement au jury. Il suggère que ma perspective en tant qu'homme noir ayant vécu l'injustice me rendrait en quelque sorte moins crédible, plutôt que mieux informé sur la façon dont de puissants intérêts peuvent abuser du système juridique. Les membres du jury hochèrent la tête en signe de compréhension, plusieurs prenant des notes. Chambers réalisa que son approche avait eu un effet inverse. Avant qu'il ne puisse pivoter vers une nouvelle stratégie, Maya fit irruption dans la salle d'audience et se précipita aux côtés de Walter. « Nous l'avons trouvé », murmura-t-elle d'urgence. Des preuves vidéo de toute la conspiration. La vidéo découverte par Maya était dévastatrice, des images d'une réunion privée où des représentants de compagnies d'énergie, de Nexus Innovation et de fonctionnaires gouvernementaux discutaient explicitement d'utiliser le système juridique pour détruire Marcus Reed et voler sa technologie. Alors que Walter se préparait à présenter cette dernière preuve, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Des hommes armés en tenue tactique firent irruption, criant à tout le monde de se baisser. Dans le chaos qui s'ensuivit, quelqu'un tenta de s'emparer des preuves des mains de Walter. La tentative désespérée d'arrêter les procédures avait commencé. Les agents de sécurité du palais de justice réagirent immédiatement à l'intrusion armée, sortant leurs armes tandis que les gens criaient et plongeaient à couvert. Walter serra fermement la clé USB contenant les preuves, la protégeant de son corps alors qu'il tirait Maya derrière la table de la défense. La juge Washington fut évacuée par une porte latérale alors que l'impasse s'intensifiait. « Agents fédéraux, tout le monde à terre », cria le chef de l'équipe tactique. Walter remarqua quelque chose d'étrange. Ces hommes portaient des gilets de police génériques sans identification d'agence spécifique, et leur tactique semblait désordonnée. « Ce ne sont pas de vrais agents fédéraux », murmura-t-il à Marcus. La confusion acheta des moments cruciaux jusqu'à ce que de véritables agents du FBI, qui surveillaient l'affaire suite aux communications antérieures de Walter avec eux, arrivent et prennent le contrôle de la situation. Les imposteurs furent désarmés et arrêtés, leur chef fut finalement identifié comme un entrepreneur militaire privé ayant des liens avec Atlantic Energy Corporation. Lorsque l'ordre fut rétabli et que le tribunal reprit ses travaux dans une salle d'audience hautement sécurisée le lendemain, Walter se tint devant le jury, le bras bandé, la voix ferme malgré le chaos de la veille. « Mesdames et messieurs les jurés », commença-t-il, ce à quoi nous avons assisté va bien au-delà d'un litige de brevet. La violence, la corruption, les extrêmes auxquels des personnes puissantes sont allées pour supprimer l'innovation de M. Reed, tout cela pointe vers une vérité fondamentale. Cette affaire concerne le pouvoir et qui décide de l'avenir. Pendant les 2 heures qui suivirent, Walter présenta l'ensemble des preuves du complot de manière chronologique, tissant ensemble des documents d'entreprise, des témoignages de témoins, des transferts financiers, enfin, les enregistrements vidéo accablants montrant les dirigeants de la compagnie d'énergie complotant explicitement pour détruire Marcus et voler sa technologie. Lorsque Walter eut terminé, la salle d'audience sombra dans le silence. Même William Chambers ne fit aucune objection, semblant résigné face à la montagne de preuves. « Votre honneur », dit Walter, se tournant vers la juge Washington, la défense demande le rejet immédiat de toutes les accusations portées contre Marcus Reed, et nous demandons au ministère de la Justice d'ouvrir des enquêtes criminelles sur toutes les parties impliquées dans ce complot. La juge Washington hocha la tête. Compte tenu des preuves extraordinaires présentées, ce tribunal rejette toutes les accusations portées contre M. Reed avec préjudice. Je renvoie cette affaire au ministère de la Justice pour des poursuites pénales contre toutes les parties impliquées. Elle marqua une pause, regardant directement Walter. Monsieur Gibson, ce tribunal salue votre persévérance extraordinaire face à une opposition écrasante et à un danger personnel. Vous incarnez les idéaux les plus élevés de notre profession. 3 semaines plus tard, les répercussions de ce que les médias appelaient affaire du complot énergétique, continuaient de se faire sentir dans tout le pays. Le procureur général démissionna en disgrâce. Des inculpations furent prononcées contre 27 dirigeants de diverses compagnies d'énergie et fonctionnaires gouvernementaux. Nexus Innovation déposa le bilan alors que son action s'effondrait. Atlantic Energy Corporation fit face à un recours collectif de la part de ses actionnaires. Marcus Reed fut entièrement exonéré, son brevet sécurisé. Mais peut-être le plus significatif pour Walter, le Conseil de révision judiciaire examina son dossier de radiation du barreau d'il y a 30 ans et reconnut officiellement qu'il avait été entaché de discrimination raciale et d'influence corporative. Le dossier officiel fut modifié pour refléter que Walter avait été injustement forcé de quitter la profession qu'il aimait. Alors que Walter nettoyait son petit bureau au tribunal, rendant son uniforme d'entretien pour la dernière fois,
des collègues qu'il avait à peine reconnus pendant des années s'arrêtèrent maintenant pour lui serrer la main ou lui tapoter le dos. Le chef de l'entretien du tribunal, qui avait été un patron juste mais distant, se tenait maladroitement devant le casier de Walter. « Vous allez nous manquer ici, Walter. Vous avez toujours fait du bon travail. » Walter sourit. « Merci, Bill. Cela compte beaucoup. » Plus tard ce jour-là, Walter rencontra Marcus à son domaine. Le milliardaire l'avait invité pour discuter d'opportunités futures. Dans le même bureau où ils avaient commencé à travailler ensemble, Marcus proposa maintenant quelque chose d'inattendu. « Je veux que vous soyez le directeur juridique de Quantum Corp. Salaire, 5 millions de dollars par an, plus des options sur actions. Nous aurons besoin du meilleur esprit juridique disponible pour naviguer les brevets et les défis réglementaires à venir. » Walter fut momentanément sans voix. Après une vie de difficultés financières, l'offre était au-delà de la générosité. Finalement, il secoua la tête. « J'apprécie l'offre, Marcus, plus que vous ne le savez, mais j'ai d'autres projets. Nommez votre prix, alors. Quoi qu'il en coûte. » Walter sourit. « Ce n'est pas une question d'argent. Ces derniers mois m'ont rappelé pourquoi je suis devenu avocat en premier lieu, pour lutter pour la justice, surtout pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Il tendit à Marcus une carte de visite fraîchement imprimée, Gibson Law, spécialisée dans les affaires de discrimination et de droit civique. « Je rouvre mon cabinet. Il y a trop de gens qui subissent la même discrimination que moi, sans les ressources pour riposter. » Marcus hocha lentement la tête, comprenant. « Alors laissez-moi vous aider d'une autre manière. J'aimerais créer une fondation, le Fonds de justice juridique Walter Gibson, pour soutenir votre travail et des affaires similaires à l'échelle nationale. Une dotation initiale de 20 millions de dollars, avec des contributions annuelles par la suite. » Cette fois, Walter accepta. Cela ferait une énorme différence. Alors qu'ils terminaient leur réunion, Maya arriva. Depuis la fin de l'affaire, elle travaillait en étroite collaboration avec son père pour établir son nouveau cabinet. « L'espace de bureau sur la 5e avenue est parfait, » lui dit-elle avec enthousiasme. « Et nous avons déjà 3 clients potentiels qui appellent pour des consultations. » Walter regarda sa fille avec fierté. Leur relation, autrefois tendue, avait été entièrement reconstruite grâce à leur lutte commune pour la justice. « Partenaire » demanda-t-il, lui tendant la main. Le sourire de Maya fut une réponse suffisante. Le lundi suivant, Walter arriva de nouveau au tribunal. Non pas en tant que concierge, mais en tant qu'avocat représentant une jeune femme noire dans une affaire de discrimination au travail. Alors qu'il passait la sécurité, les mêmes gardes qu'il avait à peine reconnus auparavant le saluaient maintenant respectueusement. Pourtant, Walter s'arrêtait pour discuter avec le nouveau personnel d'entretien, les traitant avec la dignité souvent refusée à ceux qui occupent des postes de service. Bien qu'il ait été réhabilité et que son statut professionnel ait été restauré, Walter travaillait toujours à temps partiel au tribunal comme concierge. Lorsque Marcus s'interrogea sur cette décision, Walter expliqua simplement « Cela me garde humble, et cela me rappelle que la justice ne se soucie pas des uniformes ou des titres. Elle se soucie de la vérité. » Le Fonds de justice juridique Walter Gibson dépassa rapidement sa portée initiale, soutenant des dizaines d'affaires de discrimination à l'échelle nationale et créant des cliniques juridiques dans les communautés mal desservies. Marcus et Walter, autrefois liés par les circonstances, devinrent de véritables amis et de puissants alliés pour réformer un système qui les avait tous deux trahis de différentes manières. Marcus remarquait souvent que perdre sa fortune aurait été un petit prix à payer pour la perspective qu'il avait acquise grâce à leur épreuve. Pour le premier anniversaire de la conclusion de l'affaire, Walter reçut une lettre de la juge Harriet Coleman, la première juge qu'il avait traitée avec un mépris si dédaigneux. Elle écrivit pour s'excuser, expliquant que l'affaire l'avait forcé à confronter ses propres préjugés et hypothèses. Elle était depuis devenue une défenseur de la formation sur la diversité judiciaire. Alors que Walter lisait sa lettre dans son bureau de la 5e avenue, Maya amena leur nouveau client, un concierge d'un siège social qui avait des preuves de violations environnementales dissimulées par les dirigeants. Walter l'accueillit chaleureusement, se souvenant trop bien de ce que c'était que d'être invisible aux yeux des puissants. « Tout le monde mérite la justice », lui dit Walter, quel que soit son titre de poste ou la couleur de sa peau. « Maintenant, racontez-moi votre histoire, et mettons-nous au travail. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Walter ? Accepteriez-vous le poste d'entreprise bien rémunéré ou créeriez-vous votre propre cabinet pour aider d'autres personnes confrontées à la discrimination ? Commentez ci-dessous avec vos réflexions.
Si cette histoire de persévérance et de justice vous a ému, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires incroyables et vraies de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel qu'une personne qui défend ce qui est juste peut vraiment changer le système. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que les héros ne portent pas toujours des costumes, et que la justice vient parfois des endroits les plus inattendus. Le parcours de Walter Gibson nous rappelle que la justice exige souvent un courage extraordinaire face à l'oppression systémique. Son histoire nous enseigne que notre valeur n'est pas déterminée par les titres ou les uniformes, mais par notre caractère et notre détermination. La volonté de s'opposer aux puissants intérêts, même à un coût personnel élevé, est ce qui change véritablement les systèmes défaillants. La décision de Walter de maintenir son poste de concierge tout en reconstruisant sa carrière juridique démontre une profonde humilité et une grande perspective des qualités qui ont fait de lui non seulement un bon avocat, mais un grand avocat. La transformation de Marcus montre comment le privilège peut nous aveugler aux luttes des autres jusqu'à ce que nous vivions l'injustice de première main. La conspiration découverte par Walter représente la façon dont les pouvoirs établis iront à des extrêmes pour maintenir le contrôle, surtout face aux innovations qui menacent leur domination. Plus important encore, la victoire de Walter n'a pas seulement été une justification personnelle, mais a créé un effet d'entraînement qui a aidé d'autres personnes confrontées à une discrimination similaire, prouvant qu'une prise de position courageuse peut inspirer un changement systémique. Quel moment du parcours de Walter a résonné le plus profondément en vous ? Était-ce son courage initial de se lever au tribunal, sa persévérance face à des attaques personnelles croissantes, ou sa décision d'aider les autres après avoir gagné sa propre bataille ? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions. Si le combat de Walter contre la discrimination et les puissants intérêts vous a inspiré, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour aider plus de gens à découvrir cette histoire de courage et de justice. Abonnez-vous pour entendre d'autres récits de héros du quotidien luttant contre les systèmes racistes et apportant de réels changements dans le monde. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel qu'il a le pouvoir de lutter contre l'injustice, quelle que soit sa position dans la société. Merci de nous avoir accompagnés dans ce puissant voyage. Puissions-nous tous trouver le courage de Walter face à nos propres moments de vérité.